Bonjour à tous, bonjour Christa d'Aerospace Valley. Je vais prêter ma voix aujourd'hui pour ce webinaire de Connect with Space, une initiative de l'Observatoire de l'économie spatiale portée par le CNES et ses partenaires, les pôles de compétitivité Aztec, SAFE et les boosters du spatial. Nous sommes bien connectés, comme vous le voyez. Nous avons Éric Maisonnier et Marie-Pierre Alberton qui sont connectés, qui nous attendent, qui attendent que le webinaire commence pour commencer la présentation. Merci donc à tous d'être là. Allez, alors Éric, tu vas pouvoir ouvrir le micro, ton micro. Marie-Pierre également. Et je vais passer la parole à Marie-Pierre dans un instant qui va présenter quelques mots d'initiative Connect to Space. Pierre, je vais... C'est à toi Marie-Pierre. Très bien, bonjour à tous. Je me présente. Alors, il y a un gros retour. Je ne sais pas pourquoi. C'est vrai que la communication n'est pas bonne. Alors Eric, je vais te proposer voilà, de fermer ton micro le temps que Marie-Pierre parle et de l'ouvrir ensuite et nous clôturons nos micros également. Allez, à tout de suite. Marie-Pierre, c'est à toi. Très bien, je recommence. Bonjour. Je me présente, Marie-Pierre Joseph Alberton. Je suis expert marketing usage du spatial au sein de la direction d'innovation des applications et de la science. Et je vais compléter les informations déjà transmises par Christa pour situer le contexte du séminaire, du webinaire, pardon, d'aujourd'hui, qui se place dans le cadre de l'initiative Connect by CNES, qui a été créée début 2018 au sein d'une sous-direction de cette direction d'innovation, donc sous-direction qui s'appelle Compétitivité Développement, et dont le but, comme son nom l'indique, est de développer la communauté des usages et des utilisateurs du spatial. Donc, ce programme Connect by CNES vise à contribuer au développement économique des entreprises françaises et ceux de la start-up au grand groupe, des entreprises utilisatrices de solutions et de données spatiales. Mais ce programme se met aussi au service des collectivités, des services de l'État et du développement sociétal et environnemental pour répondre aux problématiques d'aujourd'hui et en particulier dans les secteurs de l'environnement, de la santé et de la mobilité. Et comme l'indiquait Christa, ce webinaire s'est aussi mis en place en lien avec l'Observatoire d'économie spatiale initié par le CNES, observatoire qui se construit et s'anime en collaboration étroite avec nos partenaires, les pôles de compétitivité et les boosters, ce qui explique aujourd'hui l'intervention de notre partenaire Aerospace Valley qui a mis en place cette rencontre digitale. Mais cette collaboration se fait aussi avec les ministères, le GIFAS, la French Tech, etc. Car les objectifs de cet observatoire sont de créer une culture et une compréhension commune du contexte des acteurs et des évolutions du secteur spatial, d'identifier des sujets de vigilance, et évidemment en ce moment il y en a un certain nombre, et de faire remonter des besoins, en particulier en ce moment, puisque c'est un moment assez critique pour les entreprises, moment lié à la crise du Covid-19. Et c'est dans ce contexte donc que nous répondons aujourd'hui à une demande des entreprises qui nous est remontée par les pôles avec l'intervention d'Éric Maisonnier sur le process achat et contrat du CNES. Donc, il va nous expliquer cela en détail juste après que je vous ai invité à regarder un petit film sur notre initiative Connect by CNES. Voilà, Christa, si tu veux lancer le film. À toutes. Mon nom est Éric Maisonnier, je suis sous-directeur achat et recettes externes au sein du CNES. J'ai eu la joie de pouvoir être invité à ce webinaire pour vous présenter le processus achat. Alors, je vais essayer de me servir de l'outil.
et trouver comment ça marchait. Donc, je vais vous proposer de parcourir avec moi un certain nombre de rubriques, notamment les chiffres clés des achats du CNES, la réglementation applicable et les principes généraux. Ensuite, nous verrons l'organisation des achats au CNES et les objectifs que les achats se posent au sein du CNES. Je vous donnerai ensuite la carte d'identité de chaque type de consultation que nous utilisons au sein du CNES, mais pas qu'au sein du CNES finalement, puisque ce sont des procédures que vous verrez être utilisées par un bon nombre d'établissements publics. Et puis, je vous proposerai de trouver quelques informations et quelques conseils pour répondre aux consultations du CNES. Et nous ferons ensuite un focus sur les critères d'attribution des appels d'offres que nous utilisons. Je vous communiquerai les éléments que constituent pour nous une offre à forte valeur ajoutée. J'aborderai ensuite la porte d'entrée, l'une des portes d'entrée, puisque c'est pas la seule, hein. L'une des portes d'entrée des marchés du CNES, ce sont les marchés de R&T. Puis en deux planches, nous verrons la transformation numérique des achats que nous avons bien embrayé côté CNES. Ensuite, j'exposerai enfin deux initiatives nouvelles du CNES pour soutenir notre tissu industriel. La première initiative, c'est le catalogue des capacités de l'industrie spatiale française et une autre initiative constituée par le label CNES à l'attention des PME. Voilà, sans plus tarder, bon, l'objectif principal, avant de rentrer dans les chiffres de la présentation, il est affiché, il est assumé, c'est de démystifier les achats. Les achats publics, en l'occurrence, sont souvent affublés de préjugés, compliqués, rigides, réservés aux grandes entreprises, parfois avec des délais trop courts, trop longs, ça dépend du ressenti, manque d'informations, bon voilà, tous ces préjugés, je m'efforcerai de les démonter et puis de faire penser que finalement les achats publics sont accessibles et constituent des opportunités. Voilà, dans un premier temps, donc je vous avais donc donné cette rubrique pour en quelques mots décrire les chiffres clés des achats au CNES. C'est 650 millions d'achats de montant contractualisé, donc d'achats contractualisés en 2019. C'est peu ou prou cette somme par an qui est exercée au sein du CNES, constituée de 5000 contrats, enfin, déclinée en 5000 contrats, de la petite commande au grand contrat, hein, de la petite commande de fourniture, de bureau, je dirais, même au grand contrat satellite, en passant par aussi les contrats emblématiques que vous avez entendu parler, les moyens sol Guyane notamment, Ariane 6 font l'objet de grands contrats industriels avec des sommes assez importantes. 2000 fournisseurs nationaux européens, parfois non européens, environ 400 fournisseurs considérés comme industriels clés pour le spatial, PME étoiles, start-up bien sûr, un écosystème large et très diversifié. 50, c'est le nombre de politiques d'achat en vigueur au CNES, donc constitué par un certain nombre de règles appropriées, un certain nombre de déterminations de processus. Donc ces politiques d'achat s'exercent sur des grands secteurs, les systèmes orbitaux, les lanceurs, les achats généraux, l'informatique d'entreprise, j'en passe. Donc ça va des achats les plus standards, issus de la haute technologie, avec des typologies d'industriels très diversifiées. Et puis bien sûr les 4 centres du CNES que vous connaissez probablement, Toulouse, Paris-Léal, Paris-Doménil, Kourou, 4 centres à partir desquels les achats exercent leur politique d'achat et parce qu'il y a 4 centres qu'on agit 4 fois différemment, ce sont des politiques qui sont homogènes au sein de ces centres et qui sont appliquées, sont cohérentes. Sans transition, si, avec une transition, puisqu'on est toujours dans les chiffres clés. Les achats du CNES et leur répartition par grande masse, sans grande surprise, les systèmes orbitaux sur les 650 millions prennent la majeure partie de ce montant contractualisé sur 2019. Les lanceurs et la base de lancement ne sont pas en reste. Et
puis les systèmes d'information, mais sur les activités fonctionnelles et achats généraux prennent leur part. Embrayons maintenant sur la réglementation. Donc, les achats, bien sûr, du CNES font partie des achats codifiés par le Code de la commande publique du 1er avril 2019. Ce code rassemble tout un corpus réglementaire et fusionne les règles applicables au marché public en un seul texte. Jusqu'il y a peu de temps, le CNES, établissement public industriel et commercial, était assujetti à pas mal de textes. Je vous passe les détails. Il y avait un décret, une ordonnance de 2005, et tous ces textes édictaient donc les règles en matière de passation des marchés. Maintenant, le code de la commande publique applicable à l'ensemble des établissements publics d'ailleurs, et aux collectivités territoriales, à l'État, rassemble tout cela dans un corpus, encore une fois, unique et fusionne l'ensemble des règles applicables. Les principes généraux sont connus, je les rappelle quand même, hein, c'est la liberté d'accès à la commande publique, l'égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures. Donc ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique. C'est quoi? L'efficacité, c'est répondre aux besoins des acheteurs publics finalement, et la bonne utilisation des données publiques. Ce sont les principaux donc, objectifs suivis par cette réglementation. Je ne rentre pas dans les détails, beaucoup de textes, beaucoup de modes d'emploi sur le net notamment sont présents pour permettre de mieux comprendre en détail chacune des règles. Retenez simplement que le CNES est assujetti à ce code et qu'il respecte un certain nombre de procédures qui lui permettent d'être vertueux dans ses actes d'achat. Sans transition cette fois-ci, je vous présente maintenant sur cette planche-là l'organisation des achats au CNES. Donc, vous l'avez entendu, je dirige la sous-direction achat recettes externes, qui est elle-même sous-direction au sein d'une direction des achats et du juridique. Donc, cette sous-direction traite les achats opérationnels. Là, vous voyez donc chaque service rattaché qui traite plusieurs typologies d'achat et se trouve l'interlocuteur d'entité technique, CNES, déterminé. Donc, c'est une organisation en miroir de l'organisation des prescripteurs techniques du CNES qui permet d'avoir vraiment un interlocuteur pour le prescripteur dédié qui lui permette de mener son achat lorsque le besoin est exprimé. Alors, vous avez vu peut-être que tout à l'heure, je disais achat, sous-direction achat et recettes. Juste une aparté pour dire qu'effectivement, le CNES fait des recettes externes. C'est le R de tâche AR. Les recettes externes sont constituées parfois de recettes donc issues d'appels à projets émanant de l'Union européenne. Donc, le CNES va chercher des financements complémentaires pour ces projets. Le programme H2020, Horizon 2020, Horizon Europe sont les programmes les plus emblématiques connus. D'autres entités publiques sont aussi des guichets sur lesquels le CNES se rend pour essayer de travailler avec eux et d'accrocher des budgets complémentaires pour ces projets. Donc, un partenaire aussi connu, en dehors des entités publiques étatiques France, c'est le partenaire l'ESA, bien sûr, qui fait partie d'un client, entre guillemets, pour lequel le CNES agit et obtient des financements complémentaires. Alors, venons-en aux achats tels quels opérationnels et les interactions menées au sein du CNES. Avec cette planche, on y voit le travail en interne. Alors, je vous donne l'envers du décor, finalement, de ce qui se passe au sein du CNES pour travailler sur les achats et de savoir comment nous nous déployons pour acheter, sur tous les sujets d'ailleurs. La première partie du camembert, c'est le fait de définir, bien sûr, le besoin, de le sourcer parfois, éventuellement en amont avec nous, les achats. Hein. Les directions techniques prennent l'empreinte de ce qui est disponible sur le marché pour définir leurs besoins. Et cela fait l'objet d'une rédaction de CCTP qui, ensuite, dans un deuxième temps, est mis en œuvre au sein d'un dossier de mise en concurrence
que la sous-direction d'AGR prend en charge pour, bien sûr, accompagner ce CCTP d'un ensemble de règlements, de dossiers qui permet d'avoir une vision totale pour les soumissionnaires, d'avoir la spécification non seulement technique mais administrative, de savoir comment les offres vont devoir nous parvenir. Ensuite, dans cette partie-là, bien sûr, lorsque nous avons les offres, nous les analysons, nous les négocions, et puis nous passons les marchés. La troisième étape est constituée par l'exécution du marché lui-même. Et là, c'est un suivi technique, management contractuel, fait en binôme. C'est d'ailleurs l'élément clé du processus, hein, c'est ce que l'on nomme le binôme d'achat, un prescripteur technique, un acheteur, qui se complètent eux-mêmes, hein, partant du principe que l'acheteur ne peut être en capacité et être expert en toute matière technique, notamment les matières techniques qui revêtent un caractère technologique et très fort. En revanche, l'acheteur apporte une stratégie d'achat, une analyse de marché, un processus global de passation qui lui permet de faire valoir sa valeur ajoutée dans le processus. Donc j'en étais à l'exécution. Là, c'est un suivi technique, le management contractuel que vous connaissez. Et puis s'ensuit bien sûr à la fin, lorsque tout va bien et que la livraison a été effectuée, la prestation a été exécutée, un bilan effectué aussi en interne CNES dans le cadre du binôme. Ce bilan fait l'objet d'un retour d'expérience qui lui-même est injecté dans le besoin pour définir le renouvellement si jamais il s'agit d'un renouvellement ou alors la stratégie nouvelle s'il s'agit d'un nouveau besoin. Tous les REX ont une utilité forte pour s'améliorer et définir le besoin de demain. Les objectifs d'achat du CNES, ils sont traditionnels, mais ça vaut mieux en le disant. Le premier objectif, voilà, constitué par le fait de fournir des prestations de qualité pour le CNES, tout en visant l'efficacité économique. Donc cet objectif passe par l'identification de l'offre dite économiquement la plus avantageuse. Donc le mot économiquement est parfois galvaudé. Ça ne veut pas dire de prendre le moins cher, celui qui présente le prix le plus faible. Non, c'est pas ça. C'est finalement ce qu'on entendait par l'expression le mieux-disant. Voilà. L'économiquement la plus avantageuse des offres, c'est celle qui est la mieux-disante sur un certain nombre de caractéristiques. Le prix en fait partie, mais pas que. La qualité, le délai, les caractéristiques environnementales, on y viendra tout à l'heure. Voilà, c'est un panier de caractéristiques qui fait que le choix, il est efficace économiquement. Le deuxième objectif, pour les achats, c'est saisir les opportunités de développement durable et d'insertion sociale d'ailleurs. Hein, c'est toute la dimension RSE que vous connaissez, qui est en fort développement et qui constitue probablement les enjeux de demain. Voilà, cette ambition s'est accrue encore cette année avec la conjoncture actuelle, avec une volonté du CNES de mettre l'environnement au cœur d'ailleurs de la reprise économique post-Covid. Et cette volonté-là est impulsée d'ailleurs au plus haut niveau de l'État, hein, par la circulaire du Premier ministre, que vous connaissez peut-être, hein, qui pousse à ce que les établissements publics mettent au cœur de leur développement et de leurs achats la dimension RSE. Donc on en reparlera, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les offres aujourd'hui que nous demanderons auront à prendre en compte un certain nombre de caractéristiques, un certain nombre d'exigences en la matière pour être vertueuses. Ensuite, l'un des autres objectifs, c'est la contribution au développement des PME et à l'innovation. Et je les ai mis ensemble parce que finalement, elles vont bien ensemble. La PME, la start-up et le fer de lance de l'innovation. Et c'est ce qui nous permet, les outils nous permettent de contribuer à ce développement des PME. Aujourd'hui, les outils que nous avons en main au niveau de la commande publique, c'est l'allotissement de cahier des charges qui nous permet de viser le secteur d'activité d'une PME
et de pouvoir et de faire en sorte qu'elle ait accès à ce lot-là parmi un grand domaine d'activité qui serait mis en concurrence. La possibilité d'émettre ou de faire partie de groupements momentanés d'entreprises est aussi un moyen de faciliter l'accès des PME au marché. Susciter des offres innovantes, c'est un objectif fort, par le biais notamment de variantes qui seraient autorisées, qui sont autorisées au sein de nos cahiers des charges techniques et administratifs. Et puis, dernièrement, il y a quelques temps déjà, mais le décret achat innovant permet aussi de sourcer des entreprises innovantes et de mettre en œuvre leurs solutions avec un montant en dessous de 100 000 euros, mais qui permet quand même de sourcer ces sociétés sans pour autant avoir une mise en concurrence formalisée. Et le dernier des objectifs qui va de soi, c'est de créer et maintenir des relations de confiance avec le tissu industriel. C'est aussi d'ailleurs l'objectif que je décline avec vous à l'occasion de ce webinaire. Voilà, alors pour rentrer un petit peu dans les détails, mais effleurer simplement, ce serait trop exhaustif, trop exhaustif et trop rébarbatif presque de vous montrer les différents types par le menu. Simplement là, ça me permet de vous sensibiliser sur les différentes formes que peut prendre une consultation, de la plus facile, en tout cas à appréhender, à celle qui nécessite plus de temps d'investissement. La première des procédures que nous utilisons, comme les établissements publics le font, autres que le CNES d'ailleurs, et même les collectivités locales, hein, c'est ce qu'on appelle la procédure adaptée, appelée parfois dans le jargon initié la MAPA, marché sur procédure adaptée. Bon, nous, on la nomme procédure adaptée tout simplement. Ce sont des procédures de mise en concurrence, bien entendu, en dessous de 214 000 euros, qui font l'objet de modalités de publicité adaptées à l'achat, donc dimensionnées. Hein. On ne va pas écrire à la terre entière. On s'attache à dimensionner cette publicité par rapport à l'enjeu de l'achat. Les délais de réponse adaptés aussi à l'achat, donc ça veut dire que on peut être capable de faire des procédures de mise en concurrence très rapides, de l'ordre d'une quinzaine de jours parfois, hein, avec donc un cahier des charges publié, une remise d'offre à J+15 et un dépouillement qui va très vite. On se donne la capacité aussi de négocier lorsque c'est inscrit dans le dossier de mise en concurrence. Et donc, vous voyez, le délai moyen du processus peut aller de 1 à 2 mois maximum sur cette procédure adaptée pour les achats inférieurs à 214 000 euros. Ensuite, viennent ce que l'on appelle les procédures formalisées. Pourquoi formalisées? Parce qu'elles sont décrites très fortement par le Code de la commande publique et nécessitent une publication au journal officiel de l'Union européenne et bien entendu sur la plateforme de dématérialisation du CNES. On y viendra tout à l'heure. Donc, c'est une publication très formelle pour les achats d'un montant de plus de 214 000 euros pour les fournitures et les services et plus de 5 millions 3 pour les travaux. Là, on rentre vraiment dans l'exercice formel d'une mise en concurrence avec des délais de remise de réponse qui sont décrits par le code, en l'occurrence 30 jours minimum, pas de négociation possible pour l'appel d'offres ouvert, et en moyenne, un délai du processus qui prend de 3 à 5 mois. Donc là, c'est ouvert. Tout le monde peut répondre. C'est bien l'enjeu et la caractéristique de l'appel d'offres ouvert, comme son nom l'indique, ouvert pour tous. Et publié largement pour que l'ensemble des parties prenantes, parties intéressées plutôt, puissent y répondre de façon facilitée via les publicités qui sont mises en œuvre. L'autre type d'appel d'offres en procédure formalisée, c'est l'appel d'offres restreint. Alors pourquoi restreint? Je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est qu'à un moment donné dans le processus, on restreint la concurrence via un appel à candidature. Donc finalement, pour cet appel d'offres, 2 phases. Une première constituée par un appel à candidature, au bout duquel nous recevons des candidatures. Nous les sélectionnons par rapport à la capacité décrite par le soumissionnaire, par le candidat. La sélection est effectuée et les candidats sélectionnés se voient invités à participer à la deuxième phase de soumissionnement et donc reçoivent le cahier des charges techniques exhaustif pour pouvoir y répondre et émettre une offre. Voilà, c'est en ce sens que l'appel d'offres est dit restreint.
Eric, une petite question avant que tu finisses quand même. Juste une petite question d'un auditeur. Pourquoi ces montants aussi précis? Pourquoi 214 000 euros? Pourquoi 5 350 000 euros? Il y a une raison à ces chiffres? Alors, c'est la Si tu sais. déclinaison. Oui, alors, je sais, oui. C'est la déclinaison de la directive européenne qui a postulé simplement le fait de mettre en place des seuils en harmonisant un certain nombre de législations nationales. C'est pour ça que probablement qu'il a mis le curseur au milieu d'un certain nombre de processus qui avaient été mis en place au niveau des pays. Donc le 214 000 euros sort probablement d'une cote mal taillée qui elle est bien en harmonisation européenne. Voilà. Chacun des pays européens a eu à décliner cette directive au sujet des marchés publics et la déclinaison de la France a donné lieu in fine à l'émission, à la parution du code de la commande publique très dernièrement, qui donc prend en compte ces chiffres et ces seuils mis en place par l'Union européenne. D'accord, merci beaucoup. Et j'en finis donc avec la procédure avec négociation. On l'a appelé avec beaucoup d'acronymes. On parlait il n'y a pas si longtemps que ça, de PAN. Ça a été aussi, je ne me souviens plus exactement quel était l'acronyme avant utilisé, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est on est dans un appel d'offres formalisé, avec des règles assez très décrites par le code, un marché, un achat qui est supérieur à 214 000 euros pour les fournitures et 5 millions 3 pour les travaux, une publication au journal officiel de l'Union européenne et sur la plateforme de démat du CNES, des délais qui sont réglementaires et la différence, c'est que, comme son nom l'indique, nous avons la possibilité de négocier avec les soumissionnaires dans une phase qui permet l'échange, non seulement sur de la négociation des offres avec ce que ça comporte. Voilà, pourquoi, quel prix, pourquoi cette spécification technique prise de cette manière-là, mais aussi pour essayer de faire comprendre, c'est plus un dialogue qu'une négociation finalement, c'est faire comprendre aux soumissionnaires, s'ils n'avaient pas bien entendu ou bien saisi les messages, quelle est exactement la nature de la spécification sur ce sujet-là, quelle est l'exigence qu'il n'a pas compris. En fait, c'est pour élever les offres dans leur qualité. C'est vraiment un échange qui permet de lever les offres et de les élever vers une meilleure qualité. Merci Eric. Une petite question avant que tu ne passes à la suite. Un des participants nous pose la question suivante. Est-ce que vous utilisez des outils de gestion d'appel d'offres dématérialisés? J'ai pas bien entendu la question, pardon. Je répète. Est-ce que vous utilisez pour ces processus des outils d'appel d'offres dématérialisés? Oui, on y viendra. Je parlais tout à l'heure c'est ensuite. Très bien. De la plateforme de dématérialisation du CNES. C'est exactement le sujet. D'accord. Une autre question avant qu'on poursuive. Les marchés d'ArianeWorks entrent-ils dans les cadres d'achat décrits? La réponse est non. Très bien. Alors voilà, mais la question sur la dématérialisation, elle est traitée maintenant. Donc, comment répondre aux consultations et devenir titulaire de marché du CNES? Un moyen fort de connaître et d'avoir une vision totale de l'ensemble des mises en concurrence passées par le CNES, c'est de se rendre sur la plateforme de dématérialisation du CNES, plus simplement appelée profil acheteur. L'adresse vous est communiquée sur l'écran. Cette plateforme permet d'avoir, comme je viens de le dire, d'avoir la liste des procédures passées par le CNES, donc celles que je viens d'évoquer, procédures adaptées, sans concurrence, un petit peu formalisées, appel d'offres ouverts, restreints, etc. Via cette plateforme, vous pouvez déjà vous inscrire. L'inscription est très simplifiée, elle est rapide. Vous pouvez bénéficier avec cette plateforme de services d'alerte. C'est-à-dire que si vous faites partie d'un secteur d'activité donné, vous pouvez demander à ce que vous soit mis en alerte cette typologie-là et que vous ayez des sauvegardes de recherche aussi, simplifiées afin de ne pas
naviguer sur l'ensemble de la liste. Voilà, une vision d'ensemble des consultations du CNES vous est rendue possible via cette plateforme. Donc, les verbes d'action qui sont associés à cette plateforme, c'est tout simplement repérer la consultation, la retirer, puisque les documents ils sont posés, hein, documents électroniques, hein, cahier des charges, dossier de mise en concurrence, règlement, etc., etc. Lire le dossier, le comprendre bien sûr, y répondre de façon dématérialisée, c'est-à-dire que vous pouvez déposer votre offre aussi sur la plateforme, et dans les délais, et puis gagner l'affaire. Hein. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. Donc, une copie d'écran pour vous montrer la simplicité de l'affichage. Bon, c'est une copie d'écran, elle n'est peut-être pas forcément actuelle. La plateforme donc, détient en un instant T la liste des consultations publiées et vous avez tous les détails en cliquant après sur chacune des lignes. Vous rentrez dans la description, le téléchargement. Il n'est même pas la peine parfois d'être inscrit pour pouvoir télécharger le document. Mais en tout cas, le mieux est quand même d'être inscrit. Ça vous donne aussi la possibilité d'avoir accès aux fonctionnalités. Donc, je vous y invite fortement. Eric, une petite question est d'arriver. Oui. C'est vrai qu'on parle des appels d'offres futurs, mais qu'en est-il des appels d'offres attribués? Est-ce qu'il y a un endroit dans cette plateforme où on peut voir la liste des marchés qui ont été attribués et à qui? Alors, là, la question est posée sur ce qu'on appelle l'open data. L'open data, c'est effectivement le fait pour nous, CNES, mais pas que le CNES, hein, tous les établissements publics et de l'État font partie de cette nécessité et d'obligation, doivent publier ce qu'on appelle les données essentielles. Donc les données essentielles, c'est quel est le sujet de la consultation, quand c'est qu'il a été attribué et par qui. Donc effectivement, vous retrouvez ça sur la plateforme. À noter que pour les marchés du CNES, tout ne fait pas l'objet de publication des données essentielles, dans la mesure où le CNES traite de sujets parfois sensibles. C'est d'ailleurs une grande partie de ces achats. Vous y retrouvez simplement en open data les sujets type achats généraux, entretien. Voilà, donc ce sont ces sujets-là qui seront publiés, pas ceux qui relèvent de la mission même du CNES, qui revêtent des caractères parfois confidentiels. Et Oui, excuse-moi. Justement, ça tombe bien. Une question était arrivée tout à l'heure. Je voulais te la poser également. Les achats généraux, à quel périmètre sont-ils rattachés? Je ne sais pas si la question est assez claire, mais en gros, ils sont traités de la même manière que les autres achats? oui, bien sûr, ils Oui, sont traités par la sous-direction. par la sous-direction, La très bien. plupart, oui, la plupart des sujets d'achats généraux font l'objet de politiques achats que nous avons juste effleurées. Hein. Mais voilà, les grands secteurs des achats généraux sont encadrés par des politiques achats qui permettent de les rationaliser notamment. Une même politique est utilisée pour l'ensemble des sites. Et parfois, il y a des spécificités parisiennes qui font que l'Île-de-France est gérée d'une autre manière. Mais oui, les achats sont traités par la sous-direction d'une manière similaire à l'ensemble des achats qui sont dans le périmètre. Ok, donc, comment répondre aux consultations? Alors, quelques conseils encore sur les formes de participation. Bon, c'est connu, mais je le rappelle parce que ça peut être utile, et de vous dire qu'une certaine société qui n'aurait pas forcément toutes les capacités, les moyens exigés pour faire la prestation, peuvent, via des formes de participation collective, participer quand même aux appels d'offres et consultations. Donc, bon, comme je l'évoquais, la possibilité de participer, c'est de participer seul. L'entreprise, vous disposez de toutes les capacités, des moyens exigés pour effectuer la prestation, mais vous vous présentez seul. Hein. Aucun souci, c'est tout à fait possible, c'est encouragé. Et puis encore une fois, si toutes les capacités ne sont pas là, parce que vous n'avez pas toute la surface technique pour répondre, vous avez une possibilité de vous poser en co-traitance avec donc la constitution d'un groupement momentané d'entreprise, un GME,
C'est un GME, c'est quoi? C'est tout simplement s'associer pour consolider la pertinence d'une candidature. Hein. La co-traitance ou le groupement peut être conjoint, solidaire, ça dépend des formats et des volontés des associés. L'intérêt, c'est bien sûr de réunir des compétences et des capacités. Et puis, il y a une autre forme de participation, c'est la sous-traitance. Donc là, c'est rentré par le fait de candidater au travers d'une entreprise qui fait appel à une sous-traitance. Il n'y a pas de lien contractuel, sachez-le, entre un sous-traitant et le CNES lors de la passation d'un marché lorsque ça va au bout. Mais c'est une possibilité de participer aux appels d'offres. On est bien d'accord, Eric, le groupement momentané d'entreprise ou consortium, c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Très bien, merci. Alors oui, pour continuer sur les conseils, et je m'attarde là maintenant sur la candidature, dans une phase où la candidature est exigée, comment faire en sorte que la candidature soit recevable. Bon, le b.a.-ba, c'est que la candidature se doit d'être exhaustive dans la fourniture des pièces demandées. Tout simplement. Alors, il faut bien lire les documents, c'est pas compliqué. L'aspect est connu, elle est écrite. La fourniture des documents qui sont demandés suffit à leur peine. Ça permet déjà de remplir une case. Ensuite, si on rentre dans la qualité de la candidature, il est parfois demandé des niveaux minimums de capacité. Alors, ces niveaux minimums de capacité tiennent à démontrer la capacité déjà professionnelle. Il y a 3 niveaux de capacité. La première, c'est la capacité professionnelle. Il peut y avoir des exigences en matière d'habilitation éventuelle. Ça fait partie de la capacité professionnelle. Exemple, une société, un appel d'offres sur le gardiennage nécessite une capacité en matière de sécurité des entreprises, de gardiennage. Et là, il la faut, sinon c'est pas acceptable. La deuxième capacité, c'est la capacité technique. Donc là, il faut démontrer les moyens humains, matériels, ont l'objet donc de l'appel d'offres. Et puis une troisième capacité, c'est la capacité financière. On n'utilise pas de façon très développée côté CNES, mais des fois, il peut s'agir d'avoir une volonté de rassurer le prescripteur et d'avoir une nécessité d'avoir une assise financière solide. Voilà, donc il y a des niveaux de capacité financière qui sont requis, mais encore une fois, c'est peu utilisé au CNES. Une petite question, Eric, avant que tu ne passes à autre chose, justement sur les habilitations spécifiques. Est-ce que d'une manière générale, il faut être habilité pour déposer des appels d'offres au CNES? J'aurais tendance à penser que non. Ça va dépendre des marchés, mais est-ce que tu peux nous préciser un petit peu les habilitations qui sont nécessaires pour répondre au marché CNES? Et où est-ce que c'est mentionné? Est-ce que c'est mentionné par exemple dans l'appel d'offres, le type d'habilitation qu'il faut avoir, le cas échéant? En règle générale, il n'y a pas d'habilitation. Ça dépend ce qu'on appelle l'habilitation. Il y a des habilitations professionnelles liées au métier. On parlait du gardiennage, là, il faut une habilitation métier de la sécurité. Ça, c'est une chose. Si on parle d'habilitation type confidentiel défense, habitation spéciale France, alors là, oui, parfois, dans ces cas-là, on fait des appels d'offres restreints pour qu'il y ait une phase d'appel à candidature. Et au sein de la phase d'appel à candidature, la candidature se doit de formuler et de démontrer que la société détient l'habilitation confidentielle défense ou spéciale France. Pour aller plus loin finalement. Et de ne pas donner un dossier de mise en concurrence qui contienne des éléments de confidentialité à l'ensemble de la plèbe, alors qu'on aurait requis une exigence en matière de sécurité des informations. Voilà, donc effectivement, là, sur des sujets très spécifiques, qui ne sont pas légion, mais il y en a, des habilitations de ce type-là peuvent être demandées au moment de la candidature, et là, c'est un cut définitif lorsque l'entreprise ne l'a pas. D'accord, très bien. C'était l'objet de la question. Merci beaucoup. Pour passer à quelques conseils sur l'élaboration de l'offre,
cette fois-ci, donc tout à l'heure on était sur la candidature, dans des phases d'appel d'offres qui contiennent une phase d'appel à candidature. Là, ce sont des conseils sur la constitution de l'offre elle-même. Donc, il faut avoir en tête qu'une offre, elle est reçue par le lecteur, le binôme d'achat CNES, et l'analyse qu'il va en faire, c'est pour la passer au crible des critères de choix, des critères de sélection. Pourquoi? Pour juger à partir de cette offre si elle est crédible, si elle répond à la spec, si elle est acceptable. Et donc, le jugement se fait seulement à partir des éléments de l'offre soumise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une entreprise, c'est pour mettre tout le monde sur un même pied d'égalité. Une offre qui aurait peut-être eu, venant d'une société titulaire du CNES, déjà, dans des moments passés, qui ne ferait pas la démonstration dans l'offre de sa capacité, de sa bonne réponse, de sa compréhension de la spécification, surfant sur le fait qu'elle a eu une expérience passée avec le CNES, eh bien cette offre-là serait insuffisante. Et le CNES n'aurait pas à se référer à une expérience passée de cette société. Ça veut dire que donc l'offre doit mentionner l'ensemble des justifications et doit être autoporteur sur sa capacité à démontrer la bonne compréhension du cahier des charges. Voilà. Donc ça c'est important parce que ça aussi mentionne le fait qu'il y a vraiment une égalité de traitement des candidats et que l'expérience passée n'est pas un critère qui est une spécification qui est prise en compte pour juger de l'offre elle-même. Donc un conseil, comme la candidature, il faut lire attentivement le dossier, le règlement de mise en concurrence, le cahier des charges administratifs, il faut lire attentivement le cahier des charges techniques. Un autre conseil, c'est respecter la présentation requise. Ainsi, bon, c'est pas très formel, mais c'est simplement que cette présentation nous permet aussi d'analyser les offres de façon comparable et d'avoir un cheminement de comparaison qui soit fiable. Et la présentation de l'offre fait en sorte que cette comparaison soit facilitée, notamment sur la décomposition financière. Une décomposition financière respectée permet au CNES d'y voir clair et ça fait aussi l'objet d'une volonté de transparence des prix. Établir une proposition, c'est aussi l'établir de façon circonstanciée, au regard des besoins exprimés et des critères et leurs pondérations. En fait, ce qu'il y a derrière, c'est en fait, il faut éviter le copier-coller du cahier des charges techniques. Voilà. Si l'offre doit vraiment s'imprégner du besoin et d'en faire sienne, et le besoin doit être décrit et pas paraphrasé, doit être compris et pas copier-coller. Il faut démontrer, illustrer, donner une réelle valeur ajoutée. Voilà. Parfois, on demande des matrices de conformité. Voilà. C'est un document qui, voilà, schématiquement, c'est un tableau Excel où il y a des exigences, une dizaine, et puis on demande, vous êtes conforme, pas conforme? Bon, ok, c'est très bien, on dit conforme, pas conforme, la plupart sont conformes d'ailleurs, ça serait peut-être de dire pas conforme partout. Au-delà de ça, ce qu'on demande, c'est de justifier. Bon, vous êtes conforme, ok, mais alors dites-nous comment vous allez faire en sorte d'être conforme et de remplir l'exigence de manière correcte. Voilà, c'est l'idée de démontrer. Corollaire de cette description d'une offre bien formulée, je voulais faire un focus sur les critères d'attribution que nous mettons en œuvre dans les dossiers de mise en concurrence. C'est d'ailleurs un élément qui peut vraiment aiguiller la formulation de l'offre. C'est la maîtrise des critères d'attribution par le soumissionnaire qui lui permet de mettre le paquet, je dirais, sur les aspects de son offre. Donc ces critères sont dans le dossier de mise en concurrence, ils sont vraiment partie intégrante de
dossier, et notamment dans sa partie réglementaire. Ces critères conduisent à l'identification de l'offre économiquement la plus avantageuse. Je vous disais tout à l'heure que le terme économiquement ne veut pas dire la moins chère. Preuve en est, c'est que des critères sont mis en œuvre, ils sont pondérés et touchent à tous les domaines, technique, organisation, méthode, prix bien sûr. Et puis parfois et souvent et de plus en plus finalement, on fera attention à des aspects autres que les critères qualitatifs, délai, prix, tels que l'insertion sociale ou le développement durable. Voilà, alors pour décliner un petit peu ce que c'est que peut être la prise en compte d'un critère technique dans nos appels d'offres, c'est de juger du respect des spécifications techniques, de la crédibilité technique de l'offre et de son planning. Concernant le critère organisation et méthode, c'est de prendre en compte les éléments du plan de qualité, le plan de management, le plan de développement, l'organisation industrielle. Le prix, c'est souvent, parce qu'on demande souvent des prix forfaitaires fermes, c'est déjà de voir si ce caractère de prix forfaitaire ferme a été respecté, puis après de juger de sa crédibilité et de son niveau. Concernant le critère insertion sociale, c'est de voir, lorsque l'aspect a été précisé, c'est de voir si les recrutements de personnel en insertion sont pris en compte, si le nombre minimal d'heures d'insertion pendant la durée de marché a été pris en compte, dans quelle manière, dans quelle mesure ça sera suivi. Concernant le critère développement économique durable, voir si les dispositions prises en matière de limitation de l'impact carbone, en matière de prise en compte du cycle de vie du produit est pris en compte. Et tous ces critères d'attribution font l'objet d'une méthode de notation en relatif, c'est-à-dire que sur chacun des critères sont jugées les offres. La meilleure offre se voit attribuer la note de 10 et les autres offres sont notées en relatif. Alors Eric, il y a un certain nombre de questions. Si tu me permets, je vais te les poser parce qu'elles sont à propos. Alors la toute première est la suivante. Les prestataires, en fait, je pense qu'elle fait un peu écho aux différents types d'offres, aux différents processus achats que tu as expliqué tout à l'heure. Question donc la suivante. Les prestataires ont-ils la possibilité de présenter leur offre lors d'un meeting? Faites-vous différents rounds pour demander aux prestataires d'affiner leur offre ou pas? Organisez-vous des sessions questions-réponses pour permettre des échanges entre prescripteurs et prestataires, pour permettre de clarifier le cahier des charges? Voilà, c'est une logique un petit peu de est-ce qu'il y a des rencontres, est-ce qu'il y a des échanges entre le prescripteur et le prestataire, soit pour expliciter l'offre, la demande d'offre, soit pour expliciter l'offre qui a été remise. Oui, alors, je parlais tout à l'heure de procédures qui permettaient la négociation. Deux procédures permettent la négociation, c'est la procédure adaptée et la procédure formalisée avec mise en avec négociation. Donc la première procédure adaptée permet la négociation, et dans ce terme négociation, j'ai parlé de rencontres industrielles qui permettent d'éclaircir le besoin parfois et pour le CNES de poser des questions sur les offres soumises. Donc c'est clairement l'enjeu de ces rencontres-là, c'est de discuter de l'offre, de répondre aux questions industrielles à l'occasion de ces rencontres-là, et d'affiner le besoin lorsque celui-ci a besoin d'être précisé, au titre de ces réunions-là, en interne processus de l'achat. Bien évidemment, pour toutes les procédures d'achat, il est possible aux soumissionnaires de poser des questions à l'écrit. Et d'ailleurs, la plateforme de dématérialisation est un moyen unique de les poser et d'attendre des réponses du CNES sur ces sujets pour lesquels la société aurait besoin de précision. À noter que dans le cadre de ces phases de questions-réponses tout à fait possibles, la question est posée et la réponse est donnée à l'ensemble des soumissionnaires, ce qui permet de respecter une nouvelle fois le principe d'égalité de traitement des candidats.
Voilà, donc il existe des phases dans lesquelles, effectivement, des itérations sont possibles entre le donneur d'ordre, le CNES, et les soumissionnaires. Mais il faut qu'on soit dans le bon marché, c'est-à-dire que tous les marchés ne le permettent pas. C'est ce que je comprends. Sauf la phase de questions-réponses par écrit, qui Par est écrit, permise. qui va à tout le monde. Très bien. Toutes les procédures permettent d'avoir cette phase-là. Permet de... D'accord. Alors, deux autres questions questions arrivent. Si c'était très clair, et je pense que ça répondait en effet à la question. Deux autres questions sont apparues. Donc, dans les quatre types de consultations, voilà, je vais refaire la question parce que c'est pas toujours aussi simple que ça. Les 4 types de consultations supposent que vous spécifiez un budget. Comment faites-vous pour fixer ce budget du coût de développement et de l'objectif coût-série quand vous développez un système nouveau avec un niveau de maturité d'expression de besoin faible et sans retour d'expérience? Alors, question un petit peu complexe. J'espère qu'elle a été claire, sinon je te la relis, Eric. Après, je sais pas si en ce que j'ai compris, effectivement, oui, il y a un seuil qui est quand même très différenciant dans les processus achats utilisés, c'est le seuil des 214 000 euros. Quand on est au-dessous, on est dans une procédure beaucoup plus souple, je dirais. Au-dessus, on est dans des procédures formalisées qui nécessitent quand même le respect de principes et de règles vertueuses, mais de règles quand même. Donc, effectivement, si le besoin est mal défini, son estimation peut être sujet à caution, et donc on peut basculer in fine entre un montant qui était évalué à 200 sur finalement un achat qui pourrait être de 400 000 euros. Et donc une procédure formalisée qui aurait dû être pris en compte. Bon, mais là, c'est tout l'objet de l'examen du besoin par le prescripteur technique qui se doit d'estimer au plus juste la prestation, même si il est dans des domaines un peu nouveaux. Alors pourquoi il doit le faire? D'ailleurs, il a capacité de le faire avec ce qu'on appelle le sourcing. Le sourcing, c'est une phase qui vient en amont de toute procédure achat, qui permet au CNES et au binôme d'achat de s'imprégner des possibilités offertes par le marché et d'avoir une sensibilité au prix, à l'estimation de prix, beaucoup plus fine, qui lui permet de mettre en œuvre la bonne procédure parce qu'il a bien identifié, il a bien appréhendé une estimation correcte du montant de l'achat qui viendra. En cas de risque, d'incertitude quant à ce montant posé, ça nous est arrivé, et dans la mesure où on est proche du seuil de 214 000 euros, eh bien on bascule en propre analyse, on fait une procédure formalisée. Voilà, donc sur ce sujet-là, bien évidemment, on n'a pas forcément tout le temps la science infuse, et c'est tout l'objectif de s'imprégner par des phases de sourcing pour bien appréhender le besoin, de bien identifier, de bien positionner le montant estimatif, et en cas de doute, on fait parfois la procédure qui va bien pour éviter les écueils d'avoir fait une procédure non adéquate par rapport au montant in fine. Très bien, merci. Quelques autres questions quand même qui sont de détails, mais des détails qui font la différence sans aucun doute. Il y a une question très, très simple qui dit les CV par exemple, lorsqu'on demande d'identifier les personnes qui vont réaliser la prestation, les CV doivent-ils être anonymes? Ah, c'est la grande question des CV. C'est vrai que parfois ils y sont donnés, alors que on change notre fusil d'épaule sur ça. Le CV n'est pas une preuve en tant que telle de la compétence de la société, puisque nous demandons les compétences de la société et pas des compétences individuelles personnelles. Donc, quand bien même, lorsqu'il y a quand même une nécessité d'avoir un détail sur des compétences, je dirais les CV anonymes, c'est le minimum. Et j'irai plus loin. Ce qu'on demande, c'est, et je viens de le dire, c'est la compétence de la société à trouver les bons profils. Et ce n'est pas les bons profils, parce que parfois les bons profils, entre l'offre, l'émission de l'offre et l'attribution du marché, ils sont plus disponibles. Ça arrive. Ce qu'on recherche, c'est donc la capacité de la société dans le cas de prestation de service, hein, là on en est là,
d'avoir un réservoir et de prouver ce réservoir avec la description des compétences disponibles et qui seront disponibles au moment de la passation du marché et pas au moment de l'offre. Je ne sais pas si j'ai répondu. Si, enfin, je me permets de dire que oui, c'était très clair. Il y a un certain nombre de questions qui arrivent. J'ai envie de laisser un peu patienter les auditeurs pour que tu puisses continuer à dérouler ta présentation et de réserver les 5-6 questions qui viennent d'arriver, qui sont quand même plus globales pour la fin. Hein. Donc, je t'en prie, continue Eric. Et puis, à vous qui avez posé des questions, ne vous inquiétez pas, on les posera, mais un petit peu plus tard pour laisser le temps à Eric de dérouler la présentation. Ok, merci. Alors, cette représentation permet de résumer finalement ce qu'on attend et comment est constituée pour nous, en synthèse, une offre qui exprime et prend en compte l'ensemble des paramètres sur lesquels nous sommes très, très vigilants. Donc, pour résumer cette planche, c'est de dire qu'il y a deux aspects. Il y a le global, le local. Une offre qui prend en compte cela, prend en compte ces deux dimensions. On parlait du global avec la dimension environnementale, la possibilité d'innover dans l'offre selon les besoins au travers de variantes, hein, parce que là aussi, on n'a pas de science infuse. Parfois, le CNES il décrit les besoins, mais il y a peut-être d'autres solutions, et donc les variantes permettent d'émettre ces nouvelles solutions. Un prix compétitif, bien sûr. Hein, on demande à ce que ce prix soit couvrant sur l'ensemble du périmètre technique, hein, qu'on n'ait pas de mauvaises surprises après. Et puis faire attention à des paramètres qui sont d'une importance forte pour nous. Et l'objet de la réunion d'aujourd'hui mais la preuve, c'est dans les offres, lorsqu'il y a des GME, l'implication des PME, l'implication des TPE. C'est un paramètre fort que l'on essaie d'insuffler. Ce qui permet ça, on en a parlé, c'est de l'allotissement, c'est de la fait de faire en sorte que les appels d'offres, lorsqu'ils sont larges, on puisse faire appel à des sociétés du métier par la description du besoin en lot spécifique que l'on peut attribuer de façon individuelle. Et puis la manière locale aussi de satisfaire un besoin, c'est de faire en sorte que lorsque c'est demandé, on passe de l'insertion sociale. Voilà, et ça constitue pour nous une offre à forte valeur ajoutée. Alors oui, sur cette planche, ça fait partie des achats. C'est une porte d'entrée efficace pour vous, les PME, les startups. Je voulais aborder là les marchés de recherche et de développement, que l'on appelle parfois pour le CNES les marchés de R&D. Ces marchés de recherche et développement font l'objet d'un processus de contractualisation qui entre dans la catégorie des autres marchés publics. Alors, je mets les autres marchés publics entre guillemets, puisque c'est même le terme du Code de la commande publique. Je vous passerai le numéro de l'article. En synthèse, ces marchés respectent les mêmes principes fondamentaux de la commande publique, liberté d'accès, égalité de traitement des candidats, transparence des procédures, et comportent par ailleurs des particularités, notamment dans leurs canaux de distribution et de publicité. Donc, je voulais prendre l'exemple de deux types de marchés de R&D ou de RT, la RT des systèmes orbitaux et la RT lanceur. Alors, s'agissant de la RT des systèmes orbitaux, je vous ai décrit en une planche un processus utilisé au CNES pour collecter déjà des idées et puis mettre en œuvre les marchés en 5 étapes. Donc, tout d'abord, pour savoir exactement ce que constituent les marchés de RT systèmes orbitaux. C'est dans le cas de l'ESA, à travers de la contribution financière du CNES à divers programmes obligatoires et optionnels. Ils sont aussi mis en œuvre dans le cadre multilatéral à travers des activités de R&D menées par le CNES avec des industriels et des organismes de recherche scientifique et technologique. Donc la méthodologie de contractualisation de la R&D pour une ANN se décline en plusieurs étapes. Vous les voyez ici.
La première étape est constituée par un appel à idées qui est lancé au mois de juin de l'année N-1, puis des comités de pilotage thématiques qui ont lieu au mois de novembre de l'année N-1 pour sélectionner les actions de R&D du plan de l'année N. Ensuite, en février de l'année N a lieu la journée de l'innovation qui a eu lieu dans cette année 12, en février, avec la publication d'un livre bleu qui présente les actions retenues. Puis suite à la journée de l'innovation, un processus de collecte de manifestation d'intérêt des potentiels soumissionnaires est mis en place sur le mois de février. Tout simplement, lorsque le livret bleu est décrit, les sociétés vont voir contactent le service technique dont le nom est donné dans ce livret bleu pour faire acte de candidature et puisse être identifié pour être potentiellement contractant. Donc, ce fichier de collecte de ces manifestations d'intérêt constituées est utilisé pour finalement faire l'objet d'un examen particulier et d'attribuer soit le marché directement, notamment à celui qui a eu l'idée, mais aussi à mettre en œuvre des consultations simplifiées auprès des sociétés qui se seraient manifestées sur la base des déclarations d'intention pour donc c'est au mois de mars de l'année N que ces choix sont faits. Voilà, l'adresse que vous avez là, c'est l'adresse à laquelle vous pouvez vous rendre très bientôt d'ailleurs hein, pour la collecte des sujets de la R&D des systèmes orbitaux de 2021, qui sera donc probablement très bien rapidement mis en ligne. Je voulais aussi vous donner un autre exemple de R&D, c'est la R&D des lanceurs 2020 qui se tient actuellement. C'est une innovation en la matière hein, du processus de contractualisation qui a lieu. Pourquoi innovation? Parce que ce processus a été accéléré. Pour le décrire, simplement, c'est de dire que toute entreprise ayant un projet d'innovation basé sur ses produits et services à proposer pour les technologies des futurs systèmes de lancement, pouvait déposer sa candidature entre le 20 avril et le 8 juin. Donc, malheureusement, c'était hier, me semble-t-il, oui, hier, la fin des candidatures. Donc, le candidat devait imaginer, élaborer, soumettre un projet en lien avec ses compétences et les thématiques proposées par le CNES. 10 projets vont être bientôt présélectionnés par le CNES. S'en suivra un pitch day organisé par la direction des lanceurs le 26 juin devant un comité d'attribution. Les projets sélectionnés feront l'objet de financement CNES dans le cadre d'un contrat signé en fin de séance le jour même. Voilà. Donc ça veut dire que c'est très rapide. 20 avril, 8 juin, candidature, sélection, pitch, 26 juin, attribution du contrat dans la foulée. Donc là, on a réduit les délais, réactivité dans la mise en œuvre. Ça répond vraiment aux besoins d'innovation et de mettre en œuvre les idées les plus innovantes pour le compte de l'activité lanceur. Les thèmes, c'était très rapidement, hein, les thèmes qui pouvaient être abordés, c'était la réutilisation des étages pour réduire les coûts, avec un focus sur le premier étage du lanceur, le mode d'atterrissage. Le deuxième thème, c'est le lanceur 100% optimisé, avec la réduction de l'indice constructif. Le troisième thème, c'était le méthane liquide, avec une combustion maîtrisée. Le quatrième thème, le lanceur autonome pour la sécurité des personnes et des biens. Faire en sorte que le lanceur soit simplifié pour une meilleure efficacité de la conception, la production et les opérations. Voilà, donc quelques thèmes qui étaient en jeu au sein de ce challenge qui est en cours. Les candidatures, malheureusement pour ceux qui étaient intéressés, fin, et le pitch day, qui pourra être probablement suivi en webinaire ou sur le site internet du CNES
aura lieu donc le 24 juin avec l'attribution du contrat. Une petite question, Eric, sur cette initiative. Est-ce qu'il y aura une autre session en 2021? Pardon, j'ai pas entendu, j'avais mon oreille qui est tombée. Pas de souci. Est-ce qu'il y aura une autre session en 2021 sur cette initiative R&D lanceur? Est-ce que tu penses que ça va se... Bon, je pense. Oui, a priori. Je ne peux pas le certifier, mais je pense que l'initiative ayant été saluée, je pense qu'elle aura nécessité à être reconduite. Et cela, c'est spécifique aux lanceurs. De même, peut-être une ouverture vers d'autres types d'achats du CNES sous ce mode très efficace et très rapide. J'imagine que vous aurez certainement ce type de demande. Oui. Alors, on est vraiment dans une caractéristique de marché très particulier qui rentre dans le cadre de ce qu'on appelle les marchés de R&D, qui donc fait l'objet d'une réglementation bien dédiée. Là on est vraiment dans ce périmètre. Il se peut que cette initiative fasse l'objet de développement pour la R&D des systèmes orbitaux, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il se peut. C'est quand même une expérimentation à part entière. Sur d'autres sujets d'achat, probablement pas immédiatement, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que je parlais tout à l'heure des achats innovants à moins de 100 000 €. On pourrait l'imaginer. Il faudra peut-être regarder ça avec attention et c'est d'ailleurs ce que l'on fera. En tout cas, c'est une très belle idée. C'est parlant. Merci et je te laisse poursuivre. Alors, je reviens sur la transformation, sur les achats eux-mêmes et sur la transformation numérique pour reparler de cet aspect qui a tendance à s'accentuer. C'est accéléré d'ailleurs dans le cadre de la crise qu'on vient de vivre. Pour dire que cette mise en place de la dématérialisation des consultations est généralisée. C'est-à-dire que maintenant, toutes les consultations font l'objet d'une publication lorsque c'était mis en concurrence, lorsque ça entre dans le cadre d'une possibilité offerte. La dématérialisation, il en ressort que cette généralisation a permis aussi de continuer activement à travailler sur ces sujets-là en période Covid. Nous avons continué à consulter, à publier, à recevoir des offres. Et le monde ne s'est pas complètement arrêté, tant mieux, on en avait besoin. Cette dématérialisation des consultations donne lieu donc à des choix dématérialisés et puis aussi à des contrats dématérialisés. Tous les contrats du CNES, aujourd'hui, quasiment tous les contrats du CNES, font l'objet d'une dématérialisation. Alors, s'il y a dématérialisation des contrats, leur signature est également dématérialisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par un outil, la signature est faite de façon électronique, ce qui permet d'éviter beaucoup d'échanges courrier, papier, ce qui permet d'avoir une identification des signataires garantie, ce qui permet d'avoir aussi une intégrité du document, et puis finalement une simplification dans la gestion documentaire et des délais de signature raccourcis. Alors, la signature électronique des contrats, c'est ce que l'on demande, nous, côté CNES, auprès de nos contractants, c'est de l'avoir, c'est de l'utiliser, de se fournir en moyens informatiques pour pouvoir l'utiliser. Et puis finalement, c'est pas si compliqué que ça. Il suffit simplement d'obtenir un certificat de signature électronique. Je crois que il y a un coût associé, mais c'est quand même assez modique. Ça doit être de 200-300 € sur 2-3 ans, je crois. Ce qui permet non seulement de travailler avec le CNES, mais très probablement avec l'ensemble des établissements publics et des entités étatiques qui utilisent la signature électronique. Donc ça vaut le coup, c'est un investissement modique pour après avoir une capacité à travailler avec ces entités-là de façon très généralisée.
Voilà, donc de la consultation à l'offre que nous demandons qui doit être dématérialisée, en passant par le contrat qui lui-même est dématérialisé avec une signature qui l'est aussi, on a toute une chaîne contractuelle qui est complètement dématérialisée. J'oubliais de parler des factures qui elles-mêmes font l'objet d'une dématérialisation au travers de ce que l'on appelle la plateforme Chorus, qui permet d'adresser les factures au CNES via un portail dédié, avec donc possibilité de dématérialiser toutes ces correspondances. Je suis allé trop vite. Voilà, je ne sais pas s'il y avait des questions sur ça. Sinon, j'aborde maintenant deux autres initiatives particulièrement intéressantes du CNES à l'égard des PME. J'y vais. Voilà, donc c'est d'une part le catalogue. Alors c'est sans transition avec ce qui précédait. Hein, c'est vraiment pour vous montrer que le CNES agit. C'est trouver toutes les solutions nécessaires à la mise en exergue des talents et des compétences des sociétés avec lesquelles il travaille, notamment les PME. L'une des initiatives qui a été prise très récemment par l'ADAGE au travers de son service dédié, c'est de mettre en œuvre et de mettre en ligne un catalogue des capacités de l'industrie spatiale française, dont vous trouverez l'adresse ici, pour contribuer à promouvoir la coopération entre agences spatiales, instituts de recherche et industriels, et que cet écosystème favorise le réflexe France. C'est ça l'objet. C'est de promouvoir les entreprises françaises du spatial, notamment à l'export. Donc tout type d'entreprise française ayant une activité spatiale significative peuvent faire l'objet de l'inscription dans ce catalogue. Ce catalogue est en ligne sur le site public du CNES. Aujourd'hui, il y a 144 sociétés qui y sont inscrites, avec une possibilité de recherche par industriel et par domaine et sous-domaine d'activité. Sont présents dans ce catalogue des fiches industrielles renseignées par les entreprises elles-mêmes, avec des points de contact, ce qui permet vraiment de mettre en relief toute notre capacité et de promouvoir ces sociétés et encore une fois d'avoir ce réflexe France qui permet de développer notre savoir-faire. Voilà, donc ce catalogue est en ligne, il est consultable et constitue un outil fort pour le développement économique. En tout cas, c'est ce que l'on espère. Une autre initiative faite aussi, exercée par l'ADAGE du CNES, constituée par le label CNES à l'attention des PME. Donc là, l'objectif est clair, hein, c'est de mettre en œuvre, renforcer les PME et favoriser leur diversification, mettre en valeur l'expérience acquise par les PME avec le CNES, renforcer la crédibilité de leurs offres commerciales en imposant ce label. C'est une garantie de qualité, simplement. Donc le périmètre et principale caractéristique, ce sont des entreprises ciblées, ce sont des PME françaises, fournisseurs clés du CNES. Le label, ce n'est pas l'entreprise, c'est le produit. C'est la labellisation de produits spatiaux ou d'une capacité d'ingénierie spatiale, et non la PME globalement. C'est vraiment le sujet, le produit, la capacité d'ingénierie. Sur des capacités, des activités qui ont fait leurs preuves, avec des produits de TL supérieurs à 6. Ce label n'est pas attribué à n'importe qui, et ça fait l'objet d'une sélection en comité de labellisation sur une base de critères bien définie. Bon, il ne s'agit pas d'une certification, hein, mais ça permet d'avoir une porte d'entrée à l'export, ça permet de communiquer, les PME peuvent communiquer sur ce label, le CNES lui-même communiquera sur ce label. Et les premiers labels qui ne sont pas encore donnés le seront en fin d'année. En tout cas, c'est une initiative qui permet de mettre vraiment les PME au devant de la scène et de leur permettre de se faire valoir une qualité reconnue par le CNES.
Voilà, Christa, j'en avais fini. Je voulais juste conclure en disant que j'espère que les auditeurs, nos auditeurs, vous avez pu mieux cerner les achats du CNES, ses enjeux, ses outils, ses processus, ses initiatives telles que le label et le catalogue, pour que vous puissiez mieux comprendre et éventuellement mieux préparer vos offres et mieux vous préparer à travailler avec nous. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que... Merci beaucoup, Eric. Alors, bravo, merci beaucoup. C'était très clair. On a une bonne douzaine, voire quinzaine de questions. Donc, je vais faire le modératrice et je vais te les poser au fur et à mesure en essayant de remonter un petit peu dans le temps, puisqu'on a un certain nombre de questions là par rapport à ta présentation. Alors, tout d'abord, sur le catalogue, pour candidater sur ce catalogue des entreprises du spatial, tout est expliqué sur le lien, j'imagine. Comment savoir? Oui, on clique sur ce lien et on a l'ensemble des critères qu'il faut remplir pour pouvoir y apparaître. Tout à fait, tout est expliqué. Il n'y a pas de sélection en tant que telle. Enfin, je veux dire, il n'y a pas à partir du moment où c'est une entreprise qui a un service ou un produit lié au spatial, il a vocation à apparaître sur ce catalogue, ou est-ce qu'il y a une sélection? Alors, on parle de sociétés qui ont travaillé avec le CNES. Hein. Qui ont travaillé avec le CNES. Sur le catalogue, pas sur le label. Hein. Les deux? Les deux. Les deux. Ah, il faut avoir travaillé avec le CNES pour être Ouais. sur le catalogue du CNES. D'accord. D'accord. Donc ça réduit un petit peu l'étendue. Très bien. Eh bien, écoute, je vais te poser d'autres questions. Tu parlais beaucoup des PME. Est-ce que tu associes dedans les ETI? Une question est le label CNES, c'est juste pour les PME. Et quid des ETI, des grands groupes? Alors, c'est PME. PME étoile. Mais c'est dirigé vers cet écosystème. D'accord. Après, entre PME et ETI, il y aurait une définition qui serait applicable, parce que c'est vrai que parfois on n'est pas toujours très sûr de la limite entre la PME, l'ETI, selon les définitions juridiques qui s'appliquent, on est ou on n'est pas dedans. Comment comment ce label est fait? Sur ces questions-là, parce que c'est vrai que c'est parfois à géométrie variable, et puis il faut s'entendre sur les termes et sur la définition. C'est de revenir vers nous, tout simplement, et de voir si c'est acceptable. Je ne rentrerai pas dans les détails, ce serait trop compliqué. Ouais, j'imagine. Très bien. Bah donc les personnes pourront te poser leurs questions ou leurs besoins directement, ou en tout cas au travers de l'outil. La liste 2020 pour le label PME est-elle encore ouverte? C'est une question tu disais que les attributions se feraient en fin d'année. Est-ce qu'on peut encore candidater? Eric, je t'ai perdu. Je t'ai pas entendu là. Oui, je disais pas de souci. Je disais, est-ce que le label PME là qui va être donné en tout cas en fin d'année, comme tu disais, est-ce que pour candidater, est-ce que la liste 2020 est encore ouverte? Est-ce que les entreprises peuvent déposer leur dossier pour ce label actuellement? En tout cas, c'est sur sollicitation de la PME. Donc, d'accord. Oui, il faut solliciter le CNES là, sur le sujet, et puis on regarde ça avec elle. Hein. Oui. D'accord, donc il y a pas de, c'est pas fermé, hein. Elles peuvent candidater. Très bien, oui. Impeccable. Une autre question. Alors, labellisation. Quel niveau de maturité TRL minimum est-il nécessaire pour obtenir ce label? Donc, toujours l'histoire du label. Est-ce qu'il y a un TRL, une TRL et le minimum? Oui, je parlais de produits de TRL supérieur à 6, supérieur ou égal à 6. Supérieur ou égal à 6. D'accord, merci pour cette précision de nouveau. Comment candidater sur le label? Je pense que tu y as répondu. Ensuite, est-ce qu'il y a des mécanismes particuliers à destination des ETI? Là, on a parlé beaucoup des PME ou des startups. Je pense que, encore une fois, c'est peut-être une crainte de ne pas faire partie du public cible. Est-ce qu'il y a des choses spécifiques pour les ETI en tant que telles? En tant que tel, c'est pour ça qu'il faut voir la définition de ce qu'on appelle ETI et PME, parce que dans notre acception au terme, on met aussi les PME étoiles. Alors les PME étoiles, ce sont des PME avec un actionnariat plus large. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment savoir de quoi on parle sur ce qui concerne les ETI. Et là j'invite à celui ou celle qui
posé la question de se rapprocher de nous. D'accord, très bien. Pour ce Donc qui on concerne verra le en label particulier. et le Ouais, catalogue. Ouais. Après, d'accord. concernant les processus achats, il n'y a pas de spécificité ETI. Mhm. Voilà. Les soumissionnaires sont, comme je le disais, traités avec l'égalité de traitement des candidats, le principe de l'égalité de traitement des candidats. Pas de spécificité, je dirais, à leur égard. D'accord. Très bien. Alors là, maintenant, on va revenir sur des questions qui sont liées à ces appels d'offres, aux projets, aux méthodologies de contractualisation des projets. La question est la suivante. Si on zoome un peu sur les projets dans le domaine du digital, réussissez-vous à contractualiser des projets utilisant les méthodes agiles en particulier? Et comment traitez-vous la difficulté de faire cohabiter agilité et prix forfaitaire? C'est la grande question. Elle est belle celle-là, hein. Ouais, Elle je est suis pas mal, d'accord. celle-là. Elle est pas Elle est mal. pas mal. Il faudrait 2 heures, s'il vous plaît. On va faire un webinaire dédié si tu veux. Voilà. Mais peut-être que ça vaudrait la peine. C'est toute la difficulté de la méthode agile dans le cadre ce qu'on appelle les marchés publics. Alors, pourquoi? Parce que les marchés publics aiment bien les choses finalisées en termes de besoins avant la mise en place du contrat. On le comprend. Et la méthode agile, elle, c'est plutôt l'inverse. C'est dans le cadre de la vie du marché, l'ajustement permanent des spécifications pour arriver à l'objectif final qui est de remplir le besoin, mais d'avoir une capacité de s'ajuster sur quelle option, on prend plus le temps de travailler sur cette option-là que celle-là alors qu'elle était envisagée au départ. Voilà, c'est l'ajustement permanent. Alors, je rassure l'auditeur qui a posé la question, marché public et achat agile n'est pas antinomique. On sait travailler et on a eu à travailler cette méthodologie dans le cadre de certains nombres de marchés avec succès. Et des outils nous sont donnés pour travailler de façon correcte dans ce cadre-là. Donc, c'est possible. Il y a quelques précautions à prendre, mais c'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, à ce propos, je me permettrai de parler 2 petites minutes d'un projet qui va être d'ampleur côté CSG, le CSGNG, qui d'ailleurs n'est pas pris complètement en compte dans le cadre des achats traités par ma sous-direction, mais qui l'est aussi par le service achat et la direction du CSG directement. Le CSGNG, c'est un projet qui va mettre en œuvre une refonte assez forte de la base de lancement. Et dans ce cadre de projet, il a été décidé, pour un certain nombre de processus achats, d'utiliser la méthode agile. Tout ce qui concerne le développement informatique notamment. Et donc, on se met en ordre de marche pour établir les méthodologies les plus pertinentes et les plus performantes pour prendre en compte la méthodologie agile dans le cadre de nos réglementations. Voilà. Donc, pas d'incohérence entre les deux, des précautions à prendre, parfois qui limitent le champ des possibles et qui sont totalement exercées actuellement au CNES. Et le seront dans le cadre du marché de l'appel d'offres, plutôt du projet CSGNG. Très bien, merci Eric. Alors, une autre question, j'espère que vous m'entendez bien. Pour rebondir un petit peu sur la question des budgets, vous arrive-t-il de tenter de passer les achats très innovants sur lesquels peut-être même les fournisseurs ont du mal à évaluer initialement un prix faible? Alors, je ne sais pas si c'est pas assez clair, je vais démuter les micros, je vais ouvrir les micros et si la personne veut reposer sa question, qu'elle n'hésite pas. Donc voilà, donc là j'ai ouvert les micros de tout le monde. N'hésitez pas à les refermer si vous ne souhaitez pas poser votre question. Mais si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire directement parce que parfois, à l'écriture, les questions deviennent un peu complexes. Je préférerais qu'elle soit bien exprimée, donc n'hésitez pas à prendre la parole. En tous les cas, je te la relis, Eric. En gros, est-ce qu'il y a des marchés sur lesquels le fournisseur a du mal à évoluer des prix faibles, pardon, excusez-moi, pas faibles, fiables, pardon. Oh là là,
je suis fatiguée là, je vois pas très bien, des prix fiables sur ces marchés et donc que finalement le côté forfaitaire est mis à mal. Est-ce que tu aurais un commentaire sur cette question, une réponse? Je vais essayer de répondre avec la compréhension que j'en ai. La règle, c'est quand même qu'on puisse avoir une vision concrète du prix et de savoir où on va. Donc, je disais il n'y a pas longtemps, le prix forfaitaire ferme est la règle. On n'y déroge jamais au CNES. Il n'y a jamais de dérogation sur ce prix forfaitaire ferme. C'est peut-être ça la question. Parce que quand c'est très innovant, finalement, on se dit, c'est hyper innovant, c'est un jalon technologique, on ne sait même pas en tant que fournisseur si on va arriver à le faire. Il y a une tentative, il y a vraiment un effort de R&D. Est-ce que finalement, ça peut faire un petit peu ouvrir la porte de un peu déverrouiller ce côté forfaitaire ferme? Alors, il y a eu des cas dans lesquels, pour des gros projets d'ailleurs, je ne rentrerai pas dans les détails parce que ça serait dévoiler un certain nombre de sujets, où on a eu à mettre en place des montants dits maximum. Des montants maximum, notamment sur des levées de tranches conditionnelles. Parce que le projet vit sa vie, puis on passe les étapes l'une après l'autre, et le marché ayant été organisé par tranche, la tranche conditionnelle future, qui est elle-même très dépendante de ce qui s'est passé avant, et qui par définition ne peut pas être connue lorsque la première étape n'est pas passée, a eu souvent à avoir un prix maximum. Donc c'est un plafond quelque part qui est mis en place pour quand même cadrer les débats. On ne peut pas partir non plus avec une boîte de Pandore qui pourrait faire en sorte que le marché ne soit plus contrôlable au niveau prix. Donc une tranche conditionnelle maximum. Au bout de la première étape, consolidée, on y voit plus clair, les choses ont été mieux spécifiées, mieux appréhendées. Le titulaire est capable d'affermir la tranche conditionnelle selon le degré de maturité qui augmente. Et donc, on avance peu à peu comme ça. Voilà. Ça, c'est possible. D'emblée, dans un marché, ne pas signer totalement des prix forfaitaires fermes, de mettre en place des tranches conditionnelles à montant maximum et de décadenasser ces tranches conditionnelles, de les affermir en ayant une connaissance plus approfondie par le fait d'avoir travaillé en amont sur une étape préalable, le montant de cette étape 2 ou 3, et on avance comme ça. Voilà ce qui est possible de faire. Très bien, très bien, très bien. Et on ne peut pas partir avec un montant estimatif de l'ordre de quelque chose et puis se rendre compte que ça ne va pas du tout et D'accord. Eh oui, oui. Petite question, est-ce qu'il est possible de connaître sa note et sa notation, la notation des offres concurrentes lorsqu'un appel d'offres a été attribué? Ah, c'était une bonne question tout ça. Tu sais, ils connaissent bien hein, les auditeurs, ils ont dû être confrontés à cela. Alors, ce que l'on fait souvent, c'est à la demande. Bon, déjà, lorsque le marché est attribué, les soumissionnaires malheureux reçoivent une lettre circonstanciée qui décrit les points sur lesquels l'offre n'a pas été retenue, les points faibles. On met en place les points faibles et puis parfois on dit souvent on met les points forts de la société retenue et on dit quel est le nom de la société retenue. Donc déjà, de façon automatique, chaque soumissionnaire malheureux non retenu a les motifs du fait qu'elle n'a pas été retenue et connaît l'attributaire du marché. Dans des cas qui sont très, très faibles d'ailleurs, très, très peu nombreux, où il y a encore une incompréhension, le soumissionnaire peut toujours demander des explications supplémentaires, tout en sachant qu'on essaie de les donner très, très rapidement dans un premier temps avec la lettre dont je viens de parler. Mais il peut s'agir quand même que la société ne soit pas totalement satisfaite de ce rendu-là. Et donc, pose la question de façon formelle d'avoir un peu plus d'informations. Et dans ces cas-là, on fait ce qu'il faut pour expliquer et détailler les raisons pour lesquelles elle n'a pas été retenue. Dans tous les cas, on ne donne pas les notes. On ne donne pas les notes parce que c'est pas obligatoire.
Et donc, on essaie de justifier, et on le fait, de justifier de façon très formellement l'ensemble des appréciations qui ont conduit au choix qui a été effectué. Voilà. On essaie d'étayer le plus fortement possible les raisons pour lesquelles le choix a été attribué à telle société. D'accord, très bien. Une petite question sur les budgets. Est-ce que ça arrive d'avoir des consultations à seuil bas qui ne nécessitent pas de publication? Oui, c'est le cas des achats parfois de moins de 40 000 €, au titre desquels il peut y avoir une publicité, mais publicité ne veut pas dire publication. C'est-à-dire que le prescripteur technique peut demander 2-3 devis pour des achats standards, hein, je m'entends, hein, ce n'est pas des achats compliqués, hein, c'est des achats sur étagère, des achats qui ne nécessitaient pas la mise en œuvre de clauses contractuelles complexes, notamment sur la propriété intellectuelle. Bon. Donc ces achats de moins de 40 000 €, qui sont connus, hein, qui sont tapés sur le net, achat de moins de 40 000 €, code de la commande publique, peuvent être effectués sans publicité ni mise en concurrence préalable. D'accord. Ce qui ne veut pas dire qu'il faille faire n'importe quoi et que le minimum, c'est quand même d'être vertueux et de demander des devis et de sourcer et de ne pas faire appel à chaque fois au même fournisseur, etc., etc. Très bien. Une autre question, approximativement, selon votre expérience, dans quelle proportion des cas le mieux-disant finalement est aussi le moins-disant? Est-ce que tu as une idée un petit peu sur ce mieux-disant, moins-disant qui laisse toujours un peu perplexe l'entreprise sur le choix qui est fait in fine? Alors, malheureusement, même si tu as expliqué, hein, mais... Ouais, j'ai pas de ratio qui permette de savoir si le moins-disant était le mieux-disant ou inversement. Je ne pourrais pas vous dire. Je crois que non, je ne m'aventurerai pas à dire un chiffre parce que je ne sais pas. D'accord, pas de souci. Ça veut dire qu'on n'est pas soucieux à ce point du prix puisqu'on ne met pas en œuvre un indicateur qui nous permet de savoir si le moins-disant est le mieux-disant quelque part. Donc, on cherche vraiment l'économie la plus avantageuse, donc qui répond le mieux possible à l'ensemble des critères posés. Et la pondération de chacun des critères, j'en ai parlé peut-être vaguement tout à l'heure, mais chaque critère est pondéré sur 100. Hein, donc, il y a un poids, la technique a un poids. La matrice faisant après ressortir un choix. C'est ce qui est regardé. On ne met même pas de sous-total sur notamment la partie prix, la partie technique. C'est vraiment le global qui importe. D'accord. Allez, on va avancer un petit peu parce qu'il y a encore plein de questions. Une question qui était assez technique. Alors, j'ai pas forcément très bien compris. Quel est le lien entre les achats DSO et DLA? Ça doit te parler. Tu vois le. Oui, quelle est pardon, je sais pas. Quel est le lien entre les achats DSO et les achats DLA? D'accord. Il n'y a pas de lien particulier. C'est simplement, ce sont des achats effectués pour la direction des systèmes orbitaux, la DSO. Et la DLA, c'est l'acronyme pour la direction des lanceurs. Ah d'accord, ok. Je n'étais pas sûre de ces acronymes. D'accord. Bon, très bien. Une question qui me paraît très pertinente aussi par rapport à ce nouveau critère de RSE et de développement durable. Quel serait le critère de choix prépondérant entre le prix et une offre pertinente en matière de RSE, mais peut-être un peu plus chère? C'est tout l'enjeu de la pondération qui serait associée à deux critères pour savoir quel est le choix qui ressort. J'ai tendance à dire que ça dépend aussi des écarts entre les offres sur ces deux critères. Mais celui qui répond bien au prix et bien aux critères RSE a une grande chance de passer par rapport à celui qui répond très bien au prix et pas bien aux critères RSE. D'accord, très bien. Alors, on va passer sur les dernières questions qui ont été posées. Avez-vous des offres pour accompagner à la rédaction des spécifications des exigences de vos cahiers des charges, type architecture système, gestion des exigences, qualité des exigences, c'est-à-dire est-ce que le CNES, si je comprends bien la question, se fait accompagner pour la rédaction de ces spécifications ou ces exigences de cahiers des charges? Mais ça arrive.
Ça arrive, oui, oui. D'accord. Ça J'imagine arrive qu'il y a sur peut-être des certains marchés même domaines. pour cela, non? Il y a des marchés Oui, assistance. oui, oui, oui. J'imagine qu'il y a des marchés qui permettent à des consultants peut-être de se positionner. Ça peut arriver. Après, c'est surtout en délégation de tâches, hein, sur des activités d'ingénierie. La délégation de tâches, vraiment, côté des structures techniques qui permettent de remplir un certain nombre d'activités liées à la rédaction de cahiers des charges. Bon, ça peut arriver, oui. Après, ça peut arriver aussi sur des domaines très pointus. Moi, j'ai là le souvenir de la nécessité d'avoir un accompagnement sur la rédaction des cahiers des charges. Bon, c'est quelque chose très loin de la technologie spatiale, mais sur la fourniture d'électricité. Voilà, c'est un domaine très particulier qu'il faut connaître pour bien mettre en concurrence. Et donc, on a fait appel à un cabinet spécialisé qui nous ont aidés à rédiger les exigences de la matière. Mhm. Très bien. Alors peut-être la dernière question. Finalement, tous ces critères qui ont été évoqués, les poids qui permettent de faire de donner la note finale par le CNES sur les différentes offres qui sont retenues, est-ce que ces critères sont clairs dans l'appel d'offres? Est-ce qu'ils sont exprimés? Est-ce que les poids les notes attribuées à chaque sous-catégorie dans l'appel d'offres, est-ce que tout ça s'est clairement exprimé dans les appels d'offres du CNES? Alors, on fait tout pour l'exprimer le plus clairement possible. Les critères de choix, les critères d'attribution plus exactement, sont publiés au sein du dossier de mise en concurrence. Ils sont exprimés d'une manière exhaustive, c'est-à-dire que dans le cadre d'un critère, comme par exemple le critère technique, description de la solution technique, on pourrait s'intituler comme ça d'ailleurs, il est donné au travers de cet intitulé un certain nombre d'éléments d'appréciation. C'est-à-dire, on qualifie ce qu'on attend. On demande à ce que la solution soit bien décrite, que le planning soit en adéquation, que les exigences de tel type soient bien décrites, etc. Donc on donne vraiment ce qu'on appelle des éléments d'appréciation. Mais il n'y a qu'une note posée. La seule note est posée sur le critère le critère qui est respect des spécificités. Et la pondération, pour en parler, effectivement, est aussi donnée dans le cadre de ce paragraphe, en toute transparence. Il n'y a même plus, avant on mettait des fourchettes. Maintenant c'est la pondération elle-même. Donc si le prix vaut 20 ou 30, c'est dit. D'accord. Donc là on sait très bien, selon la réponse sur laquelle on va répondre, à combien elle va participer dans la note finale. Par exemple, le RSE, vous allez pouvoir dire c'est 10% de la note, c'est 3% de la note, c'est 20% de la note finale. Vous allez pouvoir identifier assez clairement les demandes, en tout cas les paragraphes. Exactement. Très bien. Tout à fait. Allez, une dernière question de la même personne. Est-ce qu'il existe un référencement DLA du type ACCIS? Alors, je pense que ça se prononce comme ça, ACCIS. Oui. Donc la réponse est oui. Et ensuite, les futurs RFP CSGNG ne seront-ils pas traités par les achats SDS? Alors là, il y a des spécialistes de l'acronyme. Moi, vous m'avez perdu en race campagne. Peut-être alors même toi, c'est clair. En interductesse qu'on me pose la question. Pour ce qui concerne la dernière, donc les achats. Oui. Les RFP CSGNG ne seront-ils pas traités par les achats SDS? Alors, pour celui ou celle qui a posé la question, sachez que les achats de SDS sont traités dans la sous-direction achats et recettes. Je parlais tout à l'heure de binôme d'achat, donc l'acheteur qui se situe donc dans la sous-direction achat travaille avec les ingénieurs, travaille avec un certain nombre d'ingénieurs de la SDS. Donc, en fait, les achats sont aussi traités dans le cas du périmètre technique de la sous-direction. Et effectivement, le CSGNG va être traité par les achats au travers de l'activité de SDS, le binôme d'achat mis en place avec un acheteur de la sous-direction et un ingénieur de la sous-direction développement sol. Ça, c'est pour une partie. Et pour une partie complémentaire, ces achats seront aussi traités par le service achat de Guyane, de Kourou, dans le service
du CSG, qui a aussi un service achat autonome, avec un lien fonctionnel fort avec l'adage, mais qui travaille aussi sur ce sujet. Alors, la deuxième question, je n'ai plus retenu. Pardon. C'est un Axis, c'est ça. référencement DLA du type Axis. Mais je pense que tu avais Non, il n'y a répondu pas. par oui. Non, il n'y a pas. Ah d'accord. Bah, heureusement que tu Non, il y a précises. pas. J'avais compris oui. D'accord, Par il n'y a pas. contre, les achats DLA, parfois, peuvent, dans le cadre de domaine informatique, peuvent être traités au sein des axes. C'est peut-être ça la question, en fait. C'est ça la question qui a été posée. Ah. Donc, des domaines liés donc, à cette politique achat, pour le compte de la DLA, peut être traité au travers de cette politique achat qui est transverse à l'ensemble des directions. Mhm. Donc, Très bien. la question, je suppose que c'est ça, parce que c'est quand même ouais. des questions spécialistes. Alors, la personne répond, je pensais qu'il existait un référencement DLA. Alors, je suppose qu'un c'est un référencement spécifique dans son esprit, et visiblement pas. Ça dépend de quoi on parle. Alors, je vais vous donner votre prénom, Christophe. Est-ce que vous voulez poser la question en direct? Vous avez la capacité de prendre la parole en ouvrant votre micro. Votre micro est ouvert, donc a priori, c'est bon. Vous pouvez y aller. Je ne vous entends pas, Christophe. C'est dommage. Allez, encore un peu plus fort. J'ai l'impression que ça va fonctionner. Non, malheureusement pas. Bon, eh ben tant pis, c'est dommage. Oui, donc il reposait la question parce qu'il pensait qu'il existait un référencement DLA. Donc, est-ce que vous pouvez préciser par écrit, peut-être, Christophe, votre question? Ça me permettra de donner quelques éléments puisqu'on ne vous entend pas. Un référencement spécifique à la DLA. Bon, je pense que c'est ça. C'était une logique de spécificité. Et ce serait un référencement qui ne traiterait que le RFP de la DLA. Si je comprends bien, la DLA est traitée de manière équivalente à, en tout cas, globalement, c'est les mêmes processus que les autres, en fait. C'est ça que je comprends. Il parle d'un accord cadre dont j'ai peut-être oublié l'existence. Se peut, hein, mais bon. De toute manière, la DLA fait partie du CNES et répond au même processus achat. D'accord. Écoutez, oui, son micro ne fonctionnait pas. Écoutez, en tout cas, merci à tous. Je vois qu'un certain nombre de personnes, évidemment, se déconnectent puisqu'il est midi. Nous avons bien tenu nos 2 heures. Eric, merci infiniment. Je vois beaucoup de bravo et de merci et c'était très clair et il faudrait en faire un tous les ans pour rappeler les bons principes et les nouveautés. Donc, merci à toi de ton temps. Du temps de préparation, du temps de présentation, de l'écoute des différentes questions. Et puis, tout simplement, à très bientôt à tous pour une autre session. L'Observatoire de l'économie du spatial continue à travailler au montage de webinaires à votre attention pour vous soutenir dans cette période de manière générale, mais particulièrement suite à cette période de confinement qui a mis à mal notre économie. Donc, il y a beaucoup d'initiatives qui essayent de se monter. Vous serez informés par les différents pôles de compétitivité, le CNES des prochains. Et puis, je vous dis bon courage et à très bientôt pour de nouvelles sessions de webinaires sur des sujets directement liés au business. Bon courage et bon futur contrat avec le CNES. À bientôt, Eric. Au revoir.